Prunelle, un podcast vidéo qui aborde le sujet du handicap visuel et de l'inclusion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Anne Skouvaklis, médiatrice culturelle. Alors, à la suite de plusieurs maladies neurologiques aiguës, Anne a perdu une partie de sa vision. Aujourd'hui, elle partage avec nous une partie de son histoire ainsi que son engagement profond pour une société plus accessible. Bonjour Anne. Bonjour Elodie. Alors, peux-tu te présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Anne, comme tu l'as dit, j'ai 40 ans et je suis ce qu'on appelle depuis très très longtemps une slasheuse au niveau professionnel, c'est-à-dire que tu as dit que j'étais médiatrice culturelle. Oui, tout à fait, mais pas que. J'ai toujours plein d'activités dans ma vie. Et donc, je fais de la médiation culturelle avec une association qui s'appelle Mondes Imaginaires. Mais je suis aussi coordinatrice d'une autre association qui s'appelle Culture Accessible Genève. Ce qui rejoint ce que tu disais sur le fait que je milite de manière douce. C'est très important pour moi, le militantisme en douceur, pour une société plus accessible, notamment au niveau de la participation culturelle des personnes. Et par rapport à ma vision, vu que le podcast s'appelle Prunelle, effectivement, en 2020, j'ai fait un triple AVC et ce triple AVC, enfin le troisième de ces AVC, a touché la zone ophtalmologique dans mon cerveau et ça a effectivement eu des conséquences. Par rapport du coup à ta vision, oui. Comment tu pourrais nous la décrire ? Parce que c'est vrai que tu as des lunettes, on peut se demander si tu vois ou pas en partie. Alors déjà, j'aime bien le fait que tu parles de mes lunettes. C'est vrai qu'il y a pas mal de stéréotypes sur les personnes avec une déficience visuelle. Et en général, on suppose qu'une personne qui a des lunettes de soleil est complètement aveugle. Statistiquement, c'est clairement pas la majorité des personnes. Moi, en l'occurrence, donc je suis malvoyante et j'ai des cicatrices sur la rétine de l'œil droit. Ça, c'est de naissance. D'accord. Et puis, mon troisième AVC a créé ce qu'on appelle une hémianopsie bilatérale homonyme. C'est un mot très compliqué pour dire qu'en fait, il y a la moitié droite de chacun de mes deux yeux qui, en fait, ne voit plus rien, qui est complètement noir. D'accord. Parce qu'en fait, c'est dans le cerveau que la zone a été touchée. Donc, mes yeux sont, comme mon ophtalmologue le dit, toujours aussi mauvais, mais en fait, le cerveau ne peut plus analyser l'image qui en vient. Et donc, la seule chose qui me reste pour voir, c'est la moitié gauche de mon œil gauche. Pour t'expliquer ce que ça donne, ça fait un peu comme si j'avais un faisceau pour voir le monde. D'accord. Et qu'en fait, je dois diriger ce faisceau soit à gauche, soit à droite. Sachant que si je veux regarder à droite, vu que je n'ai aucune vision sur la droite, je vais devoir soit tourner la tête, soit balayer plus. Et puis la vision qui me reste, par chance, elle est à 4/10, donc elle n'est pas excellente, mais elle est assez nette pour ce que c'est possible d'avoir à partir du moment où elle est corrigée avec mes lunettes. Et pourquoi je porte des lunettes de soleil ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la magie. Les enfants adorent ça. C'est un clip solaire. Ouais. Ça change ma vie. J'ai quand même des filtres, même quand j'ai pas mes lunettes de soleil. C'est parce qu'en fait, dans les autres symptômes en lien avec mon hémianopsie, il y a le fait que je suis très, très photosensible. D'accord. Donc, en l'occurrence, comme on est en train de tourner un podcast vidéo, oui, il y a des gros spots. Et donc, du coup, si je veux éviter de plus rien voir sur le reste de la journée ou de développer une migraine, il faut que je protège mes yeux. D'accord, parce que ça éblouit. Ça m'éblouit énormément. Okay. Ça fait un peu comme... si tu es dans un couloir sombre avec une lumière tout au fond, cette lumière-là est très, très brillante. Donc, moi, je suis très sensible à ça. D'accord. Et puis, j'ai aussi des difficultés dans la vision des bas contrastes, c'est-à-dire quand les couleurs, elles sont proches. Oui. Un exemple tout bête de mon quotidien, nos magnifiques cuisinières à induction avec les plaques dessinées en gris foncé sur noir, ça c'est un truc qui est très compliqué pour moi. Donc voilà, j'ai mis en place plein de petits tips à la maison qui font que après je peux être indépendante sur beaucoup de choses, notamment la cuisine, parce que sur le pourtour des plaques, j'ai des espèces de bananes en plastique jaune qui me disent la plaque elle s'arrête là. Donc voilà. C'est bien utile. Oui, c'est super. Et du coup, par rapport à tes cicatrices, tu dis que c'est de naissance. C'est de naissance. En fait, ma mère a attrapé la toxoplasmose quand elle était enceinte de moi. Donc, d'accord. Moi, je suis très reconnaissante de n'avoir que des cicatrices sur la rétine parce qu'on sait que la toxoplasmose, ça peut être très embêtant pour un bébé à naître. D'accord. Et il s'avère que comme elle travaillait dans le milieu médical, malheureusement, ça n'a pas été diagnostiqué. Tout le monde pensait qu'en fait, elle l'avait probablement déjà eu.
Et puis, c'était pas forcément une époque, il y a 40 ans, où on faisait les tests de manière automatique. Donc voilà, je suis née avec ces cicatrices. J'en ai même une petite aussi sur l'œil gauche, mais comme elle est tout en bas de l'œil, elle a jamais gêné ma vision. D'accord. Et ce qu'il faut savoir, du coup, c'est que je ne me suis jamais considérée comme malvoyante avant 2020. Parce que oui, j'avais un œil que mon cerveau ignorait, parce que vraiment, le cerveau considérait que l'image de l'œil droit était vraiment trop endommagée pour être intéressante. Mais ça fait que j'avais pas forcément de vision de perspective. Ça, au moins, c'est un truc qui a pas changé avec les AVC, parce que je n'ai toujours pas de vision en perspective. Mais ça fait que j'avais une vision presque meilleure de l'œil gauche, parce qu'il y avait une compensation. Je n'ai pas eu de lunettes avant mes 17 ans, donc voilà. Et donc, ça fait que j'ai eu un parcours, disons, traditionnel avec une facilité dans les études, avec un permis de conduire, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment à partir de 2020 que je suis, en tout cas selon mon ressenti, devenue malvoyante. Et c'est beaucoup plus tard, je pense 3 ans plus tard, que j'ai compris que en vrai, je l'ai toujours été. Mais que j'étais malvoyante de naissance, mais sans forcément de handicap pour vivre au quotidien dans la société. Et que du coup, le handicap est venu plus tard. En 2020, il y a eu ce troisième AVC. Alors, c'était 3 en une semaine. C'est pour ça que je dis en général un triple AVC. D'accord. C'est que j'en ai eu un premier qui, malheureusement, n'a pas été considéré par les urgences comme étant un AVC. Et puis, quelques jours plus tard, j'en ai fait un premier dans la matinée, puis un deuxième dans l'après-midi. C'est là que, en fait, comme j'étais déjà aux urgences, ils ont vu que je faisais en plus une crise d'épilepsie en même temps et qu'ils se sont dit « Ah, ça, c'est pas une migraine ». Ah oui, c'est fulgurant. Et c'est seulement à ce moment-là que, du coup, ils m'ont mis dans une IRM et qu'ils ont vu qu'effectivement, il y avait des séquelles qui dataient de quelques jours et qu'on a pu déterminer qu'effectivement, c'était 3 AVC successifs dus à une même cause, mais que du coup, voilà, il y avait eu 3 événements distincts. D'accord. Et du coup, il y a eu, en fait, l'arrivée du sang ne s'est pas fait ou justement il y a eu un surplus. Enfin, comment ça s'est passé Alors, au niveau... en fait, moi, j'ai eu quelque chose qui est un peu compliqué apparemment en neurologie parce que c'est très, très fréquent, mais chaque accident qui arrive de cette manière-là arrive de manière différente chez les différentes personnes. D'accord. En l'occurrence, j'ai eu ce qu'on appelle une dissection artérielle. C'est-à-dire qu'une de mes artères, en l'occurrence, c'est l'artère dans ma nuque, s'est blessée. Et ça a créé en fait un rétrécissement du flux sanguin. Et comme il y a eu ce rétrécissement, ça a créé des caillots. Et les caillots, certains n'ont rien provoqué, mais il y en a 3 qui ont touché différentes zones. D'accord. J'ai 2 séquelles au niveau du cervelet et une séquelle au niveau de la zone ophtalmologique. Et du coup, t'es suivie maintenant ou il y a un... oui. Il y a encore un... Alors, moi, j'ai des rendez-vous médicaux assez fréquents. Pas forcément toujours en lien avec ma vision ou mes AVC. En revanche, j'ai quand même d'autres séquelles, pas forcément explicables, notamment une fatigue chronique très, très importante. D'accord. En ce moment, je dors entre 13 à 15 heures par jour, donc c'est un peu compliqué. Mais oui, j'ai un suivi très régulier. Ma généraliste m'a fait une fleur l'année dernière. Je suis passée de visites trimestrielles à des visites semestrielles. J'avais l'impression d'avoir gagné au loto. Sachant que déjà, trimestrielle, c'était une victoire parce que pendant plusieurs années, j'ai été suivie tous les mois. Mais je n'ai pas, par exemple, d'anticoagulant. J'ai pas de traitement de ce genre-là. D'accord. Parce qu'en fait, ma dissection artérielle, c'était juste une artère qui s'était blessée, qui s'était pas cassée. Oui. Okay. Et j'ai pas particulièrement de problème de coagulation en tant que tel. Okay. Donc, en l'occurrence, c'est vraiment, on a vérifié que l'artère était réparée. Donc, j'ai pris des anticoagulants pendant 6 mois. Mais on a vérifié que l'artère était réparée. Et comme elle l'est, a priori, j'ai pas tellement de risque de refaire un AVC, sachant que comme j'en ai déjà fait, j'ai quand même plus de risques que la moyenne, et que comme dit mon neurologue de manière absolument rassurante, vous pourriez être en train de faire n'importe quoi, ça pourrait re-arriver. J'étais là, merci docteur. Pas très rassurant tout ça, mais oui. En fait, je pense qu'on apprend à vivre avec. C'est la vie, c'est comme ça. Et il m'a dit, vous pourriez être en train de manger, refaire un AVC. J'étais là, bon, bah voilà. Je vais pas arrêter de manger pour autant. Oui, non, bien sûr. Donc, et puis je suis pas tellement inquiète. Maintenant, j'ai commencé un autre traitement qui, en fait, devrait normalement m'assurer un système cardiovasculaire plus fort. Plus stable. Donc, mais ça, c'est récent. J'ai commencé là au mois de novembre.
D'accord. Donc, juste pour, comment dire, garder mes arrières, Oui. assurer mes arrières, histoire d'être sûr que tout aille bien. D'accord. Comment t'en es arrivé à travailler dans l'accessibilité? Quel a été ton parcours, quelque part? Alors ça, je pense que c'est grâce au cataclysme de 2020, parce qu'effectivement, après mes AVC, ma vie a un peu implosé. Déjà parce que je me retrouvais avec un handicap, ce qui changeait quand même passablement de choses. Enfin, plusieurs handicaps. Parce que justement, il y a aussi la fatigue chronique. Et puis, en fait, ce qu'on a découvert a posteriori, c'est qu'en plus de ça, j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité. D'accord. Assez carabiné, apparemment, sauf qu'il était parfaitement sous contrôle avant. Et que à cause de la fatigue, mon cerveau a moins de contrôle et donc il ressort maintenant. D'accord. Et tu le sens au quotidien, toi? Oui. Okay. Oui, je vois la différence. Et c'est pour ça qu'il a été diagnostiqué assez récemment. Il a été diagnostiqué l'année dernière. Ah oui, c'est tout récent. Oui, c'est tout récent. Mais parce qu'en fait, même la psychiatre qui a fait le diagnostic m'a dit, mais en fait, je fais passer des tests tous les jours. Vous, c'est pas sûr que je l'aurais fait. Parce qu'en fait, c'était tellement sous contrôle. Et puis, ce qui était très rigolo pendant le suivi, c'est que tout d'un coup, elle fait, ah mais oui, bien sûr. Ouais, et en fait, c'était devenu une évidence au moment où on faisait le test. Et elle était là, ah mais bien sûr. Ah mais bien sûr. Mais comment il peut être sous contrôle? En fait, j'ai développé énormément de techniques. D'accord. Mais dont j'avais pas forcément conscience. Parce qu'en fait, pour moi, tout le monde réfléchissait comme ça. J'ai constaté a posteriori qu'en fait, non, pas du tout. En fait, c'est personne canalisé quelque 4 part. fois si on a tout dans son sac. Personne se répète dans sa tête, ne coupe pas les gens. Personne, personne, c'est pas vrai. Toutes les personnes avec neurodivergence ont des tips différents pour vivre au quotidien, mais disons qu'en fait, pour moi, c'était normal de réfléchir comme ça. Et j'ai constaté a posteriori aussi que c'était normal parce que mes frères et sœurs ont d'une manière ou d'une autre une neurodivergence, enfin, certains d'entre eux. Et du coup, pour moi, c'était normal de réfléchir de cette manière. Et c'est en faisant le test, tout d'un coup, je me suis dit, ça, tout le monde fait pas ça. C'était la révélation. C'était vraiment des révélations. Donc c'était très rigolo. Mais ça fait que ceci tout mis ensemble, à partir de 2020, donc ma vie professionnelle a basculé. J'avais à l'époque 3 emplois, 2 emplois dans la culture et un emploi dans une permanence ostéopathique. Les 2 emplois dans la culture, sur un, j'étais coordinatrice de la fête de la musique à Yverdon-les-Bains. Parce qu'à l'époque, j'habitais à Renan, donc c'était un endroit très pratique pour rayonner partout en Suisse romande. Et à côté de ça, j'étais responsable de la communication et des partenariats pour une association qui s'appelle Artodance. Et cette association organise, entre autres, le festival Groove and Move, qui a lieu à Genève tous les ans, plutôt au mois de mars. D'accord. Et puis, comme je disais, en parallèle, j'avais ce que j'appelais mon job de sérénité. Tous les lundis, je travaillais comme secrétaire administrative dans une permanence ostéopathique. Et j'appelais ça mon job de sérénité parce que ça me permettait d'être tous les lundis dans le même lieu, à faire les mêmes choses et avoir moins besoin de créer, mettre en place, concevoir. Enfin, voilà, c'était un emploi dans lequel je reposais mon cerveau. Et d'ailleurs, la chef de la permanence m'avait dit au moment de l'engagement, mais est-ce que vous risquez pas de vous ennuyer dans ce job? Et je lui avais répondu très franchement que c'était exactement ce que je cherchais avec cet emploi. Ça permettait d'avoir un équilibre. Ça permettait d'avoir un équilibre parce que c'est vrai que quand on travaille dans la culture, surtout dans l'événementiel, beaucoup de choses peuvent changer très vite. C'est-à-dire qu'on peut avoir un rendez-vous le mercredi à Yverdon qui finalement sera le vendredi, et puis un rendez-vous à Carouge le lundi qui finalement se fera en visio, ou se fera pas, ou se fera la semaine d'après. Et puis quand on travaille dans la communication, dans l'événementiel, on doit toujours penser, comme je disais, penser, concevoir, créer, donc que ça soit une programmation musicale ou une affiche, à chaque fois, il faut faire fonctionner son cerveau. Donc c'était vraiment bien d'avoir cet équilibre. Au moment de mes AVC, malheureusement, mes emplois au niveau culturel ne pouvaient plus me garder parce qu'en fait, l'événementiel n'attend pas. Et donc, du coup, je me suis retrouvée juste avec mon emploi chez Ostéo 77. D'accord. Par une énorme chance, j'avais, grâce à eux, une perte de gain de 2 ans. Et tout de suite, ma patronne m'a dit, en fait, tu as droit à cette perte de gain. Donc, que tu travailles pas, en fait, cette perte de gain, tu l'auras parce que c'est ton droit. Et en fait, ça m'a permis, après, pendant 2 ans, de retravailler petit à petit, vraiment,
heure par heure, de regrappiller ma capacité de travail, sachant que ma capacité de travail actuelle est à 25% à peu près. Hein. C'est le maximum que je puisse faire, notamment par rapport à ma fatigue chronique et à mon besoin de sommeil. Et aussi de reconquérir mes compétences. Parce qu'après un AVC, en tout cas chez moi, j'ai vraiment eu l'impression que mon cerveau, il a redémarré et qu'il fallait tout retester. De la capacité visuelle à la capacité gustative, à la capacité émotionnelle. En fait, tout a été remis à zéro. D'accord. Et en fait, du coup, il faut vraiment, à ce moment-là, prendre le temps, en tout cas, c'est ce dont j'ai eu besoin, prendre le temps de voir est-ce que ça, je peux toujours le faire. Et c'est vrai que quand je suis retournée à la permanence ostéopathique, qui s'appelle Ostéo 77, parce qu'il y a un moment ou un autre, je vais le dire, donc, chez Ostéo 77, quand je suis retournée au secrétariat, au bout d'un mois, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce qui était travail à l'écran, notamment tout ce qui était agenda, était très compliqué pour moi. Oui. Parce que c'est une permanence où il y a entre 20 et 30 ostéopathes qui travaillent. Okay. Et donc, du coup, ça fait que les agendas sont très complexes. Oui. Et puis, en plus de ça, avec ma fatigue chronique et mon trouble de l'attention, je me suis rendu compte que les tâches qui étaient des tâches de process était devenu plus compliqué. Et c'est vrai que même quand on répond au téléphone, il y a tout un process qui se met en place. Il faut répondre au téléphone, identifier la personne, retrouver son dossier, voir s'il a déjà un rendez-vous, déplacer le rendez-vous. Et tout ça, c'était devenu quelque chose de très, très compliqué pour moi. Donc, au bout d'un mois, je suis allée voir ma patronne et je lui ai dit, je peux plus faire ce travail comme ça. Et elle m'a dit, pas de problème. Et elle m'a dit, mais par contre, je te connais, je sais que tu as sûrement une idée. Je dis, écoute, avec mon diplôme de communication, volontiers, je m'occupe de la com, un peu de la com sur le web de la permanence. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi. D'accord. Et c'était super. Et vraiment, je les remercie, en fait, de cette possibilité. Et en parallèle, à toute fin de ma perte de gain, j'ai un ancien employeur qui travaillait à l'époque au Chat Noir, qui m'envoie un message et qui me dit, écoute, j'ai quelqu'un qui est à la recherche d'une personne pour reprendre la coordination d'une association qui travaille en lien avec le handicap et la culture. Et c'est vrai que dans ma tête, pour moi, c'était clair et net que plus jamais je retravaillerais dans la culture. Parce que c'est justement un milieu qui n'attend pas, un milieu avec beaucoup de fatigue, un milieu avec énormément d'heures de travail, et pas forcément des heures de travail régulières. Par exemple, à la fête de la musique à Yverdon, la semaine de la fête de la musique, je travaillais 70 heures. Oui. Donc, ça, c'était vraiment plus possible pour moi. Et il s'avère que là, on me proposait un 20% qui me permettait de retravailler dans la culture et en même temps avec ma nouvelle réalité qui était le handicap. J'ai rencontré à ce moment-là la coordinatrice de l'association. Et en fait, après 2 entretiens, elle m'a engagée comme coordinatrice de Culture Accessible Genève. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en lien avec le handicap et l'accessibilité. D'accord. Alors, c'est une très longue réponse pour répondre à ta question, mais... Bah, pas de souci. Et comment tu te sens maintenant, actuellement, à ce poste? Et pour les personnes qui connaissent pas, est-ce que tu peux un petit peu présenter les tenants et les aboutissants de Culture Accessible? Alors, avec plaisir. Je suis à ma place. Et ça, c'est le truc qui est tellement précieux, c'est qu'en fait, je fais un travail que j'aime, parce que du coup, je fais de la coordination d'associations, mais aussi je suis en contact avec tous les lieux culturels à Genève. Et en même temps, je travaille pour quelque chose qui est devenu important pour moi, c'est-à-dire la place de l'individu au sein de la société. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait sens pour moi au quotidien. Qu'est-ce que Culture Accessible Genève ? Culture Accessible Genève, initialement, c'est donc un projet qui est un agenda culturel qui recense tous les événements culturels à destination des personnes en situation de handicap. Et puis, très vite, ce projet, donc, qui existe depuis 2016, a été complété par un deuxième pan qui est la description de lieux culturels. D'accord. C'est-à-dire que notre équipe va visiter les lieux culturels de Genève, et Grand Genève, pour les décrire de manière neutre, toujours avec le focus de l'accessibilité, de manière à ce que les personnes puissent s'autodéterminer au niveau de leur pratique culturelle et en allant lire les descriptions, dire « ce lieu, il est accessible pour moi ou il ne l'est pas ». C'est très important pour nous de ne pas être un label, mais de dire, en fait, le lieu, il est comme ça, les toilettes, elles sont là, là, il y a des marches,
la lumière, elle est comme ça, l'accueil, il se passe de cette manière, pour que les personnes puissent choisir par elles-mêmes. Est-ce que je vais dans ce théâtre, dans ce musée, dans ce cinéma? D'accord. Et puis, depuis mon arrivée, il y a eu d'autres évolutions, à savoir qu'on a commencé à organiser des rencontres, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un gap entre les personnes qui travaillent dans les lieux culturels et les personnes en situation de handicap. Oui. Parce que les personnes qui travaillent dans les lieux culturels font énormément de choses à destination des personnes en situation de handicap, mais les personnes en situation de handicap ne se reconnaissaient pas forcément dans ces propositions. D'accord. Et on s'est dit qu'en fait, le meilleur moyen de combler un trou de communication, c'était de mettre les gens en contact. Donc, on organise depuis 2024 ce qu'on appelle des rencontres avec les publics, où on invite par domaine d'activité, donc les musées, les cinémas, les théâtres, des personnes qui travaillent dans ces lieux culturels, à rencontrer autour de tables rondes des personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent partager ce qu'elles organisent de leur côté au niveau des lieux, et puis ce que les personnes en situation de handicap attendraient pour avoir envie d'aller dans ces lieux et de les fréquenter. Ça marche très bien. Autant au niveau des personnes qui travaillent dans les lieux culturels que des personnes en situation de handicap. Et puis, on va lancer bientôt, et puis ça fait un moment en fait qu'on y travaille, parce que depuis le début, ça fait partie de notre ADN. Alors, on ne sait pas encore si ce sera une plateforme ou des rencontres, ou voilà, mais un réseau de mise en relation dans le domaine de la culture et du handicap, pour que justement les personnes puissent plus facilement contacter des personnes concernées ou d'autres lieux culturels, partager des bonnes pratiques, afin que les lieux culturels deviennent accessibles pour tout le monde. En dehors du milieu professionnel, quels ont été les impacts dans ta vie plus personnelle, on va dire? Alors, la première chose qui me vient, c'est qu'il a fallu... Donc, je suis en couple depuis maintenant 21 ans, donc ça fait un certain temps. D'accord. Et donc, mon compagnon m'a connue sans handicap. Oui. Donc, il a fallu tous les deux qu'on travaille sur le fait que, au sein de notre couple, il y avait un troisième membre qui était le handicap et qu'il fallait qu'on s'adapte à ça. Je suis pas sûre que ça a été tous les jours facile, mais je pense que maintenant, c'est OK et que tout va bien par rapport à ça. Mais je pense que ça a été un des premiers défis. Sachant qu'il a toujours été vraiment d'un grand soutien et non jugeant. Et enfin, vraiment, j'ai beaucoup de chance. Mais ça veut dire que par rapport à ça, il a déjà fallu qu'on s'adapte. Je parlais des petits trucs et astuces que j'utilise dans la cuisine. Il a fallu qu'on en discute ensemble. Il a fallu qu'on discute ensemble du fait que il faut pas que les choses elles changent de place, sinon je les retrouve pas. Parce que dès que je dois chercher avec le peu de vision qui me reste, ça devient compliqué. Après, on a aussi changé de vaisselle pour avoir une vaisselle contrastée. Donc ça fait aussi partie des choses dont on discute quand on habite avec une personne. Donc ça, je pense que ça a été la première chose qui a été challengée. Et je suis très contente de nous. Je trouve qu'on s'en sort avec brio. Et je pense que la deuxième chose qui a été compliquée, c'est que je suis très reconnaissante à l'univers, ou je ne sais pas qui. Mais mes AVC ont eu lieu en janvier 2020. Et comme on sait, l'année 2020 a été très, très compliquée au niveau des hôpitaux. Donc déjà, comme ça a eu lieu en janvier, je suis toujours en vie. Parce que il y a de fortes probabilité pour que si ça a été arrivé en mars ou en avril, je n'aurais même pas eu accès aux soins d'urgence. Alors que là, j'y ai quand même eu accès et je suis quand même restée à l'hôpital un mois, en fait, après ces AVC. Donc ça, c'est beaucoup de chance. Là où c'est un peu moins de chance, c'est qu'en fait, tout a été fermé. Donc, je n'ai pas eu accès à une rééducation tout de suite. Je n'ai eu accès à la rééducation, mes premières séances de rééducation avec ergothérapeute, orthoptiste et ce genre de choses, en mai-juin 2020. Ah oui. Donc, cette période-là a été un peu complexe parce que c'est toute une période où il fallait que je réapprenne à me déplacer dans la rue en ayant perdu toute une part de vision. Alors qu'en plus, la peur suintait des murs parce que tout le monde avait peur à cette période-là. Oui, avec le Covid. Et maintenant, c'est aussi une chance parce que tout le monde était arrêté. Donc, ça fait que tout le monde se retrouvait à mon rythme. Donc, c'était assez pas mal. Après, quand tout le monde a repris au mois de mai, ça a été plus compliqué. Parce qu'en fait, la vie reprenait pour les gens, mais pas pour moi. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été un peu complexe. Après, le handicap, je pense que, en tout cas pour moi, ça a été
une acceptation de tous les jours. Et je pense que même maintenant, 6 ans après, j'ai encore des phases d'acceptation. Je te donne un exemple. Je pense que la première phase d'acceptation, c'est d'accepter que ma vie avait changé. Ouais. Ça a été compliqué. J'ai eu un peu une révélation, je crois que c'était en juin ou juillet 2020, où j'ai dit, mais en fait, ma vie n'a plus aucun sens, c'est devenu trop compliqué. Et je pense qu'on est beaucoup, quand on a ce genre d'accident qui arrive dans la vie, à se dire, mais en fait, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et puis, et je pense que ça demande de la force pour rebondir. Ah oui, totalement. Et il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de temps. Moi, par chance, ça va. J'ai une bonne capacité de rebond. Et donc ça fait partie des choses qui sont un peu difficiles. Et puis après, il y a des phases. Par exemple, donc, comme je disais au début de la rencontre, au moment de mes AVC, j'habitais à Renan, sachant que je suis genevoise d'origine et que j'ai presque tout le temps habité à Genève. Et donc, avec mon compagnon, on a décidé de revenir sur Genève. Aussi parce que lui avait trouvé un job à plein palais. Donc, du coup, c'était beaucoup plus simple que de faire les allers-retours depuis Renan. Oui. Et au moment où on est revenu sur Genève, je n'ai plus été suivie à l'hôpital ophtalmologique Jules Gonin pour ma réadaptation, mais à l'Association pour le bien des aveugles, qui est à Chênebourg. Chêne-Bougerie. Et en l'occurrence, j'ai donc changé aussi d'ergothérapeute spécialisé en locomotion, donc la personne avec qui on travaille tous les déplacements. Oui. Et cette personne, après une balade dans la rue, m'a dit, mais en fait, est-ce que ça pourrait pas être bien pour vous une canne blanche? Et c'est vrai que j'ai une amie malvoyante qui m'avait déjà posé la question, et moi j'avais dit, mais non, tout va bien, moi je me débrouille. Mon petit côté validiste que j'ai et qui vient de mon éducation. Et en l'occurrence, quand l'ergothérapeute en parle, on était assis sur un banc après cette balade et vraiment les larmes, elles sont montées d'un coup. Ouais. Et tout d'un coup, je me dis, mais pourquoi? En fait, qu'est-ce que je n'ai pas encore accepté dans mon handicap? Et donc, j'ai eu la phase d'acceptation de mon handicap va se voir. Et donc, je vais devenir, aux yeux des gens dans la rue, une personne en situation de handicap. Ça m'a aussi beaucoup simplifié les choses, parce que les gens me shootent moins dedans depuis la canne blanche. Et puis après, il y a encore le step suivant, c'est ma petite sœur, qui elle est éducatrice de chiens, m'a dit mais tu voudrais pas un chien guide? Et de base, je lui ai répondu non, écoute, ma canne blanche, je n'ai pas à l'amener chez le vétérinaire, pas à la nourrir, et puis j'ai pas à la sortir 5 fois par jour, donc non. Et puis en fait, il s'avère que depuis maintenant 6 mois, je suis avec Jack, qui est mon chien guide. Donc voilà, je pense que le handicap a des phases et que c'est plutôt positif qu'il y ait des phases. Ah oui? Mais parce qu'en fait, la vie change tout le temps. Et c'est pas parce que le handicap est stable qu'en fait, la vie ne peut pas changer. Chez moi, oui, j'ai de la chance, mon handicap visuel est stable et a priori pas spécifiquement dégénératif, à part que mes yeux sont ce qu'ils sont et qu'ils finiront par vieillir. Et donc là, tu estimes que tu es dans une acceptation totale Ça, c'est difficile à dire. Je pense qu'avant la prochaine phase où je me disais « Ouh, celui-là, j'avais pas vu venir », je te répondrais « Oui, tout va bien ». Mais en vrai, j'en sais rien. Maintenant, ce qui est bien dans ma vie de tous les jours, et c'est ce que tu me demandais, entre autres, par rapport à mon job, j'ai l'impression d'être à ma place. Et donc, j'ai l'impression que mon handicap est devenu un moteur, une force, une nouvelle compréhension du monde. En fait, ça m'a vraiment donné un nouveau filtre. Et je trouve que ce filtre, il me fait du bien. Je crois que Jack a validé. Ah oui, Jack a validé? Oui, on t'a entendu te secouer, ma saucisse? Oui, et puis il s'est assis. Ouais. Tu veux venir dire bonjour, Jack? Jack? Piédé? Non. Non? Bon. Non. Peut-être tout à l'heure. Est-ce que tu avais des préjugés sur le handicap visuel que ton expérience a modifié? Oui, plein. Lesquels, par exemple? Mon impression, c'est que chaque personne, quand on lui parle de handicap, envisage toujours le pire. Quand on parle à quelqu'un de handicap moteur, dans sa tête, on visualise, enfin en tout cas, je visualisais une personne en fauteuil roulant. Et pour le handicap visuel, pour moi, c'était pareil. C'est-à-dire que quand on me parlait de handicap visuel, je visualisais une personne aveugle. Je savais qu'il existait des personnes malvoyantes,
Mais c'est quelque chose de très difficile à imaginer. Et puis, comme je te disais, moi, je me considérais pas comme malvoyante, donc je voyais pas où était le problème. Littéralement, d'ailleurs. Et puis, enfin, il y a plein de choses où on se demande à quoi ça sert. Les lignes sur le sol, par exemple. Les cannes blanches, tant qu'on n'a pas expérimenté, c'est difficile d'imaginer à quoi ça sert. Et puis j'avais aussi des stéréotypes de ah oui, mais c'est magnifique, avec un peu de rééducation, une personne peut se déplacer seule. Bah, ça dépend des personnes. Oui. En fait, ce que je constate en étant moi-même en situation de handicap, c'est qu'il y a autant de handicap que de personnes. Et ce, peu importe le type de handicap. Et que ça va dépendre effectivement de la typologie du handicap, de l'atteinte physique que ça peut représenter, de la difficulté à se déplacer, de la difficulté à interagir avec la société, et que ça va dépendre aussi du caractère de la personne. En fait, quelque part, le handicap, pour moi, est devenu une caractéristique, comme le fait d'avoir les cheveux d'une couleur ou la peau d'une couleur, ou d'être plutôt quelqu'un de positif ou négatif dans sa vision du monde. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé. Je pense, comme je disais tout à l'heure, que j'avais d'énormes préjugés validistes qui pouvaient aller du oh, ces pauvres personnes en situation de handicap à oui, mais il faudrait bien qu'elles fassent un effort. Enfin, voilà, j'avais tous ces préjugés-là et je me rends compte, en fait, que de temps en temps, j'ai encore des résurgences de ça parce que ce sont des préconçus sociétaux. Et que ça dépend de l'éducation, du monde dans lequel on vit. Et si on n'est pas confronté au handicap, on n'a pas forcément cette vision-là. Et c'est normal, en fait, quelque part. Et puis, il y a des types de handicap qu'on ne considère pas comme des handicaps. Le fait de vieillir et de perdre la vue, de perdre l'audition, c'est considéré comme normal. Alors qu'en fait, non, c'est aussi un handicap. Mais bon, comme on devient vieux, ben, c'est OK. Et donc, du coup, on ne considère pas que les personnes qui nous entourent, quand elles sont vieillissantes, sont en situation de handicap et qu'elles ont des problèmes à interagir avec le monde. Donc oui, j'avais plein d'a priori. Ouais. Pour revenir à ce que tu disais, donc tu as la canne blanche et tu as Jack, ton chien. Qu'est-ce que la canne t'apporte que Jack ne t'apporte pas et inversement. Alors, la canne, en tout cas au moment où je l'ai eue, m'a apporté une sécurité. C'est-à-dire que ça m'a permis de me déplacer seule en me sentant moins stressée, en gardant un stress assez élevé en termes de déplacement, mais une certaine assurance, une certaine reconnaissance dans la rue aussi. Parce que même si ça fait toujours bizarre de se faire dévisager, parce que voilà, les gens pensent qu'avec mes lunettes noires, je suis aveugle. Non, les gens, je vous vois. Donc en fait, quand tout d'un coup, quelqu'un me dévisage ou se colle contre le mur, c'est quelque chose pas toujours facile, parce qu'effectivement, on n'a pas envie de faire peur. Mais en même temps, les gens ne savent pas comment forcément interagir avec les personnes en situation de handicap parce que ça met mal à l'aise. Et du coup, ça, c'était quelque chose de difficile, mais en même temps, d'agréable par certains aspects. Parce que ça m'assurait que je ne me prenais plus des gens dans la rue. Ou moins. De la même manière que ça me permettait aussi de ne plus tomber des trottoirs. Parce que comme je disais, j'ai une difficulté de vision dans les bas contrastes. Du coup, un trottoir, même avec un bord gris clair sur un béton gris foncé, pour moi, c'est plat. Donc, les trottoirs et les bords de trottoir, ils étaient pour moi. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé, déjà avec la canne blanche. Maintenant, ce que la canne blanche me permet, c'est d'aller balader Jack sans laisse. C'est-à-dire que je ressors ma canne blanche longue pour aller faire des balades avec Jack, à qui ça fait beaucoup de bien en fait de pouvoir courir comme un chien normal. Et puis, ce que Jack m'apporte, c'est la sérénité. En fait, il y a des endroits qui étaient restés très compliqués pour moi, notamment la gare Cornavin, où je passe tous les jours, qui sont des lieux avec beaucoup de gens, donc très denses, bruyants, très demandeurs au niveau de se diriger, ce genre de choses. Et avec Jack, tout est devenu plus facile. Parce qu'en fait, c'est plus fluide, c'est lui qui gère. Alors, je gère toujours les directions, parce que voilà, il faut dire gauche, droite. Enfin, moi, je fais le GPS, mais Jack fait les yeux. Et ça change beaucoup de choses.
dans ma vie de tous les jours. Et puis, ce que Jack a changé aussi, c'est que même les jours où je ne fais rien, je marche beaucoup. Faut le sortir, hein, faut le promener. Faut le sortir. Et donc, c'est super. Donc, vraiment, Jack a changé ma vie. Après, ça te permet aussi de prendre l'air, peut-être aussi de rencontrer des gens, non? Les gens sont peut-être intéressés. Alors, Jack est beaucoup plus sociable que moi. Ça, c'est sûr. Jack aime les gens, même quand c'est tôt le matin dans le train et que je n'ai pas encore bu de café. Donc, lui, il aime les gens, il va faire des câlins. Donc, oui. Et puis, ce que Jack a changé, c'est aussi, comme je disais, le regard des gens. C'est-à-dire que les gens ne vont plus voir mon handicap, ils vont voir Jack. D'accord. Ça fait que les gens, effectivement, ils me parlent, et ils me parlent beaucoup plus que ce qu'ils parlent à d'autres gens qui sont aussi en face d'eux dans le train. Mais ils me parlent, et ils me parlent de Jack. Et en fait, Jack est un outil de médiation. On disait que j'étais médiatrice culturelle, et ben Jack est un outil de médiation absolument génial. Après, Jack, des fois, il est un peu un tank. Donc, des fois, c'est lui qui se prend les gens. Mais voilà. Bon, ça arrive. Oui. Ça arrive. Non, c'est un chien formidable. C'est une belle déclaration. Oui, non, mais il m'arrive des trucs absurdes. Les gens me disent, il est très beau, votre chien. Et je suis là, oui, je sais. Et je me sens très émue alors que j'y suis pour rien. Ce chien, il a été élevé à la Fondation romande de Chien Guide où ils ont un élevage. Donc, quelque part, toute la responsabilité du fait que mon chien soit magnifique. C'est à eux, c'est à ces personnes que je le dois. Donc, Et comment ça s'est fait, la mise en relation de Jack et toi? Parce que ça aurait pu être un autre chien, quelque part. Oui, mais ça, en l'occurrence, c'est la directrice qui pourrait mieux répondre à vos questions, Madame Christine Baroni. D'accord. Mais c'est la fondation qui choisit le chien et nous propose un chien. Et donc, moi, elle m'a appelée pour me dire j'ai un chien pour vous, il s'appelle Jack. D'accord. Après, bien entendu, il y a quand même une rencontre pour voir si nous sommes compatibles. Mais là, en l'occurrence, aucun doute sur la compatibilité. Et tu disais tout à l'heure que pour le sortir, tu utilises la canne blanche longue. Oui, alors en fait, maintenant, j'ai 3 cannes blanches. Donc, de base, j'ai ce qu'on appelle une canne de détection. C'est une canne longue qui se balaye sur le sol et qui permet de regarder dans quel état est le sol. D'accord. Il existe ce qu'on appelle des cannes de signalement. Oui, c'est signalement, pas signalisation. Non, signalement. Des cannes de signalement qui sont en fait des cannes plus courtes qu'on tient à la main, qui ne touchent pas le sol, mais qui permettent de dire aux personnes autour « Je suis une personne en situation de handicap visuel ». D'accord. Quand je suis en harnais avec Jack, c'est cette canne de signalement que je vais utiliser pour dire aux personnes « Je suis en situation de handicap visuel », parce que les personnes ne voient pas toujours le harnais blanc, mais ça permet aussi, quand tout d'un coup Jack s'arrête au bord d'un trottoir, de vérifier la hauteur du trottoir. Et donc, la plupart du temps, quand je suis avec Jack, j'utilise la canne courte. Donc, la canne de signalement. Et puis, quand je sors Jack, c'est-à-dire le moment où Jack a le droit d'être un chien, comme tous les autres chiens, là, en l'occurrence, je ressors la canne longue parce qu'en fait, c'est plus lui qui va me guider. Oui. Lui, il va vivre sa vie de chien, et puis aller faire pipi, et puis renifler le monde. Donc, en l'occurrence, là, c'est moi qui ai besoin de gérer mon déplacement, et c'est plus lui qui s'en occupe. Alors, tu as participé l'année dernière au festival Out of the Box, Biennale des Arts Inclusifs, en tant que chargée des relations avec la presse et les médias. Est-ce que tu peux nous parler de cet événement et de ton rôle? C'est une biennale qui existe à Genève depuis plusieurs années, qui, comme son nom l'indique, a donc lieu tous les 2 ans. Elle a lieu dans plusieurs lieux culturels différents. L'année dernière, on avait 15 lieux différents dans lesquels la biennale avait lieu. Quand même. Ouais. Et c'est vraiment une biennale des arts, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs disciplines représentées, autant du théâtre que de la musique, de la danse, du cinéma, des expositions, vraiment, c'est très, très varié. Et la spécificité de ce festival, c'est de présenter des artistes en situation de handicap. Et d'avoir aussi un focus sur les publics en situation de handicap. Donc, il y a toujours des mesures d'accessibilité aux différents événements, que ce soit des visites tactiles quand c'est une exposition, de la traduction en langue des signes pour une pièce de théâtre ou pour un film, de l'audiodescription. Donc, voilà, c'est vraiment très riche et varié. Et moi, j'étais effectivement
en relation avec les médias. L'idée, c'est de faire en sorte que l'on parle du festival et que l'on parle du festival sur un focus artistique et vraiment avec une vision sur la plus-value de ces créations. Parce que, comme je disais, être en situation de handicap, c'est une caractéristique et que cette caractéristique donne plein de points forts pour créer différemment. Et donc, l'idée, c'est de mettre en avant toutes ces créations et que le public puisse découvrir les magnifiques choses qui existent et qu'on ne voit pas toujours dans les programmations usuelles, en tout cas à Genève. Et par rapport à tes tâches, est-ce qu'il y a eu des adaptations particulières ou pas dans ce rôle que tu as eu pour ce festival? Alors, c'est toujours un bonheur de travailler avec des personnes qui sont extrêmement bienveillantes. Donc, c'est vrai que dans les adaptations, il y a déjà mon taux de travail, parce que j'ai un tout petit taux. Et puis, le fait que ce taux soit aussi réparti sur plusieurs mois, c'est aussi agréable parce que ça permet, tout d'un coup, quand il y a un peu plus à faire, de faire un peu plus, mais de pouvoir diminuer à un autre moment. Donc, ça, c'est super. Et puis, c'est vrai que finalement, ma seule contrainte, c'est d'être réactive. Mais quand on travaille dans la communication en lien avec les médias, ça me paraît évident. Mais c'est un peu ma seule contrainte. C'est-à-dire que si un jour j'ai mal à la tête ou mes yeux sont pas d'accord de travailler, c'est OK. Et c'est vraiment très agréable aussi de ne pas aussi avoir à réfléchir de « Ah oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si par hasard, ce jour-là, je peux travailler un peu moins ?» ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment des choses qu'il y a dans tous les jobs que je fais actuellement et qui sont très agréables. Maintenant, en termes simplement de matériel, les adaptations, elles ont été faites quand j'ai commencé à travailler à Culture Accessible Genève, donc en décembre 2021. Donc, j'ai un ordinateur adapté. D'accord. Je viens d'ajouter à ma panoplie, d'ailleurs, un enregistreur adapté qui fait de la retranscription. Ah, c'est pratique, ça. J'ai donc sur mon ordinateur adapté, j'ai un programme qui, en l'occurrence, va avoir la synthèse vocale, l'inversion des contrastes, les possibilités de zoom sur l'écran. Donc, beaucoup de choses ont été adaptées au niveau professionnel. Et puis, en l'occurrence, avec Out of the Box, le travail, c'est du télétravail. Donc, je suis aussi dans un environnement de travail qui est adapté, c'est-à-dire où je peux gérer la luminosité de mon environnement, où je peux me déplacer si j'ai besoin, où je peux me reposer si j'ai besoin. Donc, c'est beaucoup de choses qui sont très précieuses pour avoir une vie professionnelle épanouissante. Parce qu'il y a une chose, en fait, qui n'a pas changé, c'est que j'adore mon boulot. J'ai toujours été un peu accro au job. Et en l'occurrence, le faire dans des conditions qui sont adaptées, ça fait que je fais du bon boulot. Oui, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Et je pense qu'en fait, ça, c'est la même chose pour tout le monde. Et oui, quand on est en situation de handicap, peut-être qu'on a besoin d'adaptations différentes. Mais comme dit une chanson que j'ai écoutée récemment, oui, j'ai des besoins spécifiques et le matin, ça s'appelle café. Et donc, du coup, on a tous des besoins et que ça puisse être facilement mis en place, parce qu'en l'occurrence, il me semble que c'est le cas pour mes différents employeurs, c'est précieux. Est-ce que tu as une anecdote marquante ou une histoire à partager? Alors, on a beau avoir préparé les questions en amont, c'est toujours celle où je me dis peut-être on n'aura pas le temps de la faire. Je pense qu'il y a une chose, c'est que des podcasts comme le vôtre, ils sont précieux parce que ça permet aux personnes de se rendre compte que le handicap n'est qu'une caractéristique. C'est-à-dire qu'en fait, derrière le handicap, il y a des gens et que ces gens, ils ont un vécu, que le vécu, il peut être drôle, sympathique, triste, mais comme dans la vie de tout le monde. Et en fait, je crois que c'est ça qui est le plus important pour moi. C'est que, oui, il y a besoin que le monde soit plus accessible, mais c'est pas forcément très compliqué que ça le soit. Et qu'en fait, c'est important que chaque personne puisse participer à la vie de l'endroit où il habite, à la vie de son quartier, à la vie de sa ville, à la vie de son pays. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est
indispensable et que tant qu'on pensera que une personne en situation de handicap est une personne différente ou diminuée ou plus complexe, ça sera difficile de faire changer les choses. Et donc, je crois que le plus important pour moi, c'est que les personnes en situation de handicap sont d'abord des personnes. Merci Anne pour ce partage. Merci à toi, merci à toute l'équipe. C'était très authentique, on a appris beaucoup de choses. Si vous voulez également en savoir plus sur Culture Accessible Genève, je vous invite à aller sur le site internet. culture-accessible.ch. Et puis vous allez voir bientôt de toute façon des affiches où il y aura un QR code pour aller se connecter sur le site internet. Parfait. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et une nouvelle rencontre. Au revoir.